L'arrivée des plateformes en ligne sur le marché de l'hébergement touristique a considérablement bouleversé l'écosystème du tourisme. Comme pour toute évolution sociale, elle a ses points bénéfiques et ses inconvénients. En 2018, au nom du groupe de travail tourisme de la commission des affaires économiques, j'avais cosigné un rapport sénatorial sur la régulation équilibrée et efficace des plateformes de meublés touristiques qui évaluait l'application des dispositions alors existantes pour répondre aux problématiques posées par ces changements. La location touristique par l'entremise des plateformes en ligne permet non seulement d'offrir un complément de revenus aux particuliers, mais diversifie également l'offre et répond ce faisant aux demandes des touristes à la recherche d'une offre moins standardisée. Elle peut être utile dans des territoires où l'offre d'hébergement touristique est minime et contribue dès lors à accroître leur attractivité et leur dynamisme économique. Néanmoins, dans les zones connaissant une forte tension entre l'offre et la demande de logement, les effets de bord négatifs sont désormais bien identifiés. Forte diminution des biens proposés à la location longue durée, inflation des loyers, surtourisme dans certaines villes particulièrement attractives. Nous avions déjà relevé tous ces points dans notre rapport de 2018 et nous avions également alerté sur la nécessité de perfectionner les outils de régulation. Force est de constater que l'évolution de la situation, relayée par de nombreux élus locaux, nous a malheureusement donné raison. Le fait qu'il soit devenu plus intéressant financièrement pour un investisseur de louer son bien en meublé de tourisme qu'en bail d'habitation traditionnel est une problématique indéniable. Le glissement de logements du parc locatif traditionnel considéré comme passoire thermique vers le marché de la location saisonnière pourrait accroître encore ce phénomène. Les outils de régulation actuels sont devenus insuffisants. Il nous faut donc retrouver un équilibre entre développement touristique et préservation du logement locatif. Nous ne sommes pas naïfs au point de penser que la régulation du flou de meublés de tourisme poussera automatiquement les propriétaires à remettre leurs biens sur le marché de la location à l'année. Néanmoins, le but des auteurs de cette proposition de loi est de créer et de mettre à disposition des maires des outils de régulation flexibles, susceptibles de s'adapter aux contextes locaux et de limiter le flux de nouveaux logements touristiques. Les nouveaux dispositifs issus de ce texte sont nombreux et constituent de véritables avancées. Les communes pourront exercer un contrôle renforcé sur les déclarations et l'enregistrement de toute mise en location de meublés de tourisme. Ceci permettra d'éviter les déclarations frauduleuses et les contournements de la réglementation sur le changement d'usage. Elles auront également la possibilité de suspendre la validité d'un numéro de déclaration d'un meublé en cas d'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité. C'est une préoccupation majeure des communes confrontées à l'essor de meublés de tourisme dans leurs centres-villes historiques anciens où la location de courte durée persiste malgré les arrêtés de péril. Je tiens à saluer le travail de la rapporteure qui a amélioré et précisé ce texte. Je regrette cependant que le travail en commission ait assoupli les dispositifs votés à l'Assemblée nationale qui visaient en priorité à rétablir une équité de traitement entre les différents régimes locatifs, tant en matière de fiscalité que de critères de performance énergétique. Cela est particulièrement notable sur l'article 1er visant à créer un régime d'exigence de performance énergétique applicable aux meublés de tourisme. Totalement réécrit, cet article prévoit désormais que le stock existant de meublés de tourisme devra atteindre la classe D dans un délai de 10 ans au lieu de 5 ans. Dans la pratique, les passoires thermiques pourront donc encore être louées durant une décennie. De même, sur le flux de nouveaux meublés de tourisme, le changement d'usage devrait être adossé à un DPE compris entre A et E et non A et D comme cela avait été voté par les députés. Nous avons conscience que le calendrier d'adaptation énergétique issu de la loi Climat et Résilience est intenable. Néanmoins, conserver l'obligation de mise en conformité d'ici 5 ans se veut un signal envoyé au gouvernement qui doit assumer ses responsabilités. Si l'objectif est bien de faire disparaître les passoires thermiques du marché du logement, qu'il en mette les moyens financiers et techniques pour cela. Les amendements que nous défendrons en séance publique viseront donc à rétablir la rédaction initiale avec des assouplissements pour les logements en copropriété compte tenu de leur difficulté à engager des travaux de rénovation globale. Sur l'aspect fiscal, je laisserai ma collègue Frédérique Espagnac s'exprimer sur le sujet.
Quelle que soit l'issue de nos débats, mes chers collègues, nous réaffirmons notre soutien à cette proposition de loi très attendue par les communes les plus fragilisées par le surtourisme, qui leur permettra de prendre les mesures de régulation nécessaires pour lutter contre ces effets négatifs sur le logement. Ce texte était très attendu et je tiens à saluer le travail exemplaire de mon collègue socialiste Iñaki Etchaniz, qui est ici en tribune, qui est donc à l'origine de ce texte. Jusqu'ici, l'absence d'un cadre efficace de régulation des meublés de tourisme s'est traduite depuis une dizaine d'années dans beaucoup de communes par une dérive dévastatrice, une véritable pompe aspirante de location longue au profit des meublés de courte durée, qui est de notre devoir d'arrêter aujourd'hui. Je l'observe quotidiennement dans mon département des Pyrénées-Atlantiques, sur le littoral bien sûr, mais aussi à l'intérieur des terres, avec un effet rebond qui entraîne hausse des loyers et des prix de vente. C'est aussi le cas en montagne, Vallée d'Aspe notamment, où les jeunes générations n'arrivent plus à se loger dans leur propre village à cause de l'explosion des ventes et des locations Airbnb. Je ne citerai qu'un exemple de spéculation immobilière chez moi, Ayer, petite commune rurale basque de plaine, où la vente d'une ferme achetée il y a à peine 5 ans, 250 000 €, certes rénovée depuis, a été vendue il y a quelques jours à 1 500 000 €. C'est la réalité de mon territoire, c'est la réalité, chers amis, de notre territoire. À l'heure du ZAN, je vous laisse imaginer quel avenir se dessine pour ces territoires-là. Mesdames et messieurs, à Biarritz, comme l'a dit Max Brisson, en 3 ans, le nombre d'annonces de location meublée a augmenté de près de 54%. Les acteurs du tourisme sont eux-mêmes victimes de cette situation, avec l'impossibilité de trouver du logement saisonnier. Certains restaurants sont contraints de fermer 1 à 2 jours par semaine, faute de personnel, les loyers sur place étant devenus insoutenables pour les saisonniers. Les Français sont conscients de ce phénomène et en souffrent au quotidien. Nombre de nos concitoyens sont désormais dans l'incapacité de se loger à proximité de leur lieu de travail. Les visages des centres-villes sont modifiés et vidés de toute animation résidentielle et commerciale, entraînant également un trafic routier non adapté à nos infrastructures, des coûts supplémentaires pour le pouvoir d'achat de nos concitoyens, etc. Notre pays traverse aujourd'hui une grave crise du logement et je voudrais rappeler dans cet hémicycle que le premier élu vers lequel se tournent nos concitoyens affectés par cette crise est évidemment le maire. Alors agissons, ils nous attendent. Face à cette situation préoccupante, le groupe socialiste a déposé plusieurs amendements pour instaurer une fiscalité plus équitable, en ayant conscience des complexités de nos territoires. Oui, il nous faut préserver le littoral et la montagne de ce phénomène, certes en préservant un tourisme durable, sans pour autant empêcher la ruralité de se développer. Alors, nous proposons d'abord d'aller vers un alignement de la fiscalité entre la location nue à l'année et la location touristique. Pour les meublés classés, nous proposons un abattement de 50% sur un chiffre d'affaires ramené à 30 000 €, avec un abattement supplémentaire de 21% pour les gîtes ruraux définis par décret. Il s'agit là d'un enjeu de justice sociale, de justice fiscale et de cohésion des territoires. Avec cet amendement, nous soutenons le complément de revenus pour les agriculteurs et les ruraux, mettons fin à l'attrait des investisseurs pour le marché des meublés du tourisme. Rappelons que la niche fiscale n'est que la partie visible de la financiarisation immobilière. Les spéculateurs les plus voraces sont au réel et arrivent souvent à ne payer aucun impôt. Impôts qui servent néanmoins à entretenir les communes, les services publics et qui font de l'attractivité de nos territoires. De fait, on peut même se dire que ces propriétaires qui ne participent pas à ce qui rend leur investissement rentable, ou comment gagner le beurre et l'argent du beurre. Pour les meublés non classés, nous avons fait le choix de ramener à 15 000 € de chiffre d'affaires et non 23 000 comme auparavant, avec un abattement de 30%. De plus, il ne faut pas oublier que la location de longue durée offre également un complément de revenus. C'est pourquoi j'ai proposé 2 amendements visant à rendre la location l'année plus attrayante pour les propriétaires, facilitant ainsi la remise sur le marché des biens mobiliers de longue durée. Ce texte ne pourra à lui seul résoudre la crise du logement, nous en sommes conscients. Néanmoins, la crise du logement est plus profonde, nécessite, monsieur le ministre, un texte plus profond. Néanmoins, il représente une première initiative concrète et rapide pour permettre aux Français de se loger de manière digne et durable. Le texte de la commission prévoit que les meublés devront respecter les règles de décence énergétique établies par les locations nues à compter du 1er janvier 2034 et dont disposer à cette date d'une étiquette D. Cela laisse un délai de 10 ans pour se mettre en conformité. Le texte prévoit cependant d'exclure de cette règle les
meublés de tourisme qui sont la résidence principale du loueur. Il nous semble que les propriétaires disposent d'un temps suffisant pour effectuer les travaux et améliorer la performance énergétique de leur résidence principale s'ils souhaitent continuer à la louer en tant que meublé de tourisme. Notre amendement vise donc à supprimer l'exception accordée aux résidences principales pour l'application des critères de décence énergétique. Notre objectif est bien de concilier qualité du parc de logements loués en meublé ou non et exigences environnementales. Cela suppose bien évidemment que notre pays se dote d'une politique de rénovation énergétique plus ambitieuse pour accélérer la transition de notre parc de logements. J'ai envie de dire n'ayez pas peur. J'entendais Madame Chain-Larché tout à l'heure dire mais pourquoi réduire, etc. La plupart, c'est des gains annuels, c'est 3 800 à 4 800 euros. Dans ce cas-là, c'est qu'on est loin des 120 jours. Donc on peut aller en dessous. À quoi ça sert de diminuer et là, nous proposons de diminuer avec cet amendement de 90 à 60 jours le minimum possible à fixer par une collectivité. Ça sert à éviter un détournement de la notion de résidence principale, comme Max Brisson l'a dit, et on y est souvent confronté. Ça sert à éviter les nuisances dans les copropriétés, la détérioration des parties communes, le bruit, le détournement aussi pour faire des fêtes dans les appartements. Il y a aussi un droit à vivre tranquillement dans son logement principal. Comme le disait Yann Brossat, quand on est élu parisien, on est souvent saisi par des Parisiens de ce problème dans les immeubles. Ça sert aussi à éviter le surtourisme quand c'est nécessaire. D'ailleurs, les villes qui ont vraiment voulu prendre le taureau par les cornes pour lutter contre le surtourisme et l'excès d'Airbnb, on peut penser à Barcelone, on peut penser à Amsterdam, c'est plutôt 20 jours maximum qu'elles ont fixé. Donc nous n'allons pas si loin. Nous proposons avec cet amendement de descendre de 90 à 60 jours. Et déjà 90 jours, c'est un progrès. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait de la décentralisation, c'est que les maires et les conseils municipaux puissent, en fonction de la situation de leur territoire, de logement, économique, de tourisme, fixer la bonne norme. Il faut une règle nationale sur la fiscalité, il faut de la décentralisation sur la réglementation en nombre de jours. Nous proposons que la fourchette soit plus large en étant de 60 à 120 jours et je pense qu'on se rapprocherait de ce qui existe dans les autres pays d'Europe comparables aux nôtres.